c'est pas ce qu'ils voient les gens. Ah oui, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux salariés d'Engie. Anthony Lalo, normalement vous me connaissez, puisque vous m'avez vu sur les affiches pour le conseil d'administration d'Engie, pour lequel vous voterez la semaine prochaine. Je vous présente Sébastien Michel, secrétaire fédéral à la CFDT, salarié de Storengy, un stocker, responsable de la politique énergétique à la fédération. Christophe Béguinet, d'Enedis, qui est pilote du groupe Énergie, et le groupe Énergie, c'est l'expertise sur le sujet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter quelque chose qu'a publié la fédération hier, qui est une transition juste pour une PPE sociale. Et cette transition énergétique, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Le GIEC l'a rappelé lundi dernier. Le syndicalisme a des choses à dire sur le sujet. La CFDT est mobilisée sur ces sujets. Avec ses partenaires du Pacte du pouvoir de vivre, elle revendique une transition juste, respectueuse des femmes et des hommes qui vont la vivre, associant chacune et chacun à ses choix. La revendication d'une transition juste, c'est le choix positif d'une transition solidaire qui respecte les femmes et les hommes, qui feront vivre cette transition, les ménages modestes qui peinent à boucler parfois les fins de mois. Alors pourquoi une transition juste? Parce que l'urgence écologique, elle est là. Parce que la transition énergétique, elle ne se fera pas sans vous, elle se fera que si elle est acceptée, voire désirée. La contribution de chacun d'entre nous doit être à la hauteur de nos moyens propres, et l'emploi n'est pas une variable d'ajustement. C'est un objectif dans cette transition. Le chemin de cette transition, il doit être pragmatique. Et c'est tout l'enjeu de l'étude. Cette étude, elle est pragmatique avant tout. On ne fait pas de suppositions sur des possibles ruptures technologiques. On ne fait pas de nouvelles technologies qui émergeront. On est pragmatique sur les solutions, pragmatique avec les citoyens, pragmatique sur l'emploi pour limiter l'impact social. Alors pourquoi un scénario 2030? Parce qu'on voit fleurir des scénarios à l'horizon 2050 avec des ruptures technologiques plus ou moins supposées d'ailleurs, mais nous, on est resté pragmatique sur 2030. Pourquoi 2030 aussi? Parce que l'Europe s'est engagée l'été dernier sur le Fit for 55, c'est-à-dire baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ça à l'horizon 2030. Et donc, nous nous sommes engagés dans cette évolution. Et ça a quoi comme incidence? Ça a des incidences sociétales quand même importantes. Important pourquoi? Parce qu'on tourne le dos aux énergies fortement fossiles et fortement carbonées, que sont le charbon et le fioul. La manière de vivre va évoluer, plus de télétravail, des parcours professionnels vont être touchés, et le coût de l'énergie sera forcément impacté. Alors, je laisse la parole à Christophe qui va vous expliquer les solutions mobilisées par la CFDT dans le cadre de ce rapport. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Anthony, on s'est d'abord basé sur ce qui existait, sur ce qui est à notre disposition aujourd'hui, à un horizon de temps qui est palpable par chacune d'entre nous. Ce dont on parle, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre pour que dans 8 ans, on atteigne l'objectif de décarbonation issu du Fit for 55, qui est une ambition forte, hein, vous allez le voir, elle ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Et pour la mettre en œuvre, on est parti de 3 piliers qui sont à notre disposition pour atteindre l'ambition. Le premier pilier, c'est la sobriété. Alors, la sobriété, moi, j'ai coutume de résumer le concept par l'idée de ne pas gâcher l'énergie. Donc, à chaque fois qu'on peut ne pas gâcher l'énergie, c'est-à-dire qu'on continue à vivre comme on vit, mais en évitant le gâchis, on se montre sobre. Et cette sobriété, on le verra un peu plus dans le détail tout à l'heure,
elle a des vertus qui, par moments, sont extrêmement valorisables sur la réduction des émissions de CO2. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité énergétique. Donc, pour être un tout petit peu pédagogue, l'efficacité énergétique, c'est l'idée qu'avec moins d'énergie, moins d'émissions de CO2, on accède aux mêmes services. Donc là, vous le verrez, pour lever le voile sur certains leviers d'efficacité énergétique, je prendrai le chauffage, et particulièrement les pompes à chaleur qui, par construction, de par les lois physiques du cycle de Carnot, nous permet de récupérer plus d'énergie qu'on en consomme. C'est clairement l'exemple typique de l'efficacité énergétique. Et puis ensuite, c'est la complémentarité des solutions. Ça renvoie au pragmatisme qu'Anthony a mis en avant, c'est qu'on ne part pas de l'idée qu'il y a une bonne solution et qu'il faut l'appliquer systématiquement. On part du principe qu'il y a des solutions qui sont à notre disposition, notamment énergétiques, et ça me donne l'opportunité d'évoquer les complémentarités qu'on peut trouver avec l'électricité décarbonée pour des usages précis et du gaz, du biogaz, donc c'est du gaz renouvelable, pour des usages où l'électricité serait moins pertinente et réciproquement. Donc on est clairement dans cette recherche de complémentarité. Alors notre analyse, sur la base de ces trois piliers, elle s'est attachée à traiter des secteurs d'activité. Donc, en l'espèce, on a identifié 4 secteurs d'activité prioritaires. Le premier, c'est le transport, et on le verra en détail plus avant. Sur le transport, on va beaucoup utiliser le levier de la sobriété. C'est-à-dire qu'on va inciter nos concitoyens à être moins dans le gâchis, entre guillemets, d'énergie pour se mouvoir. Un exemple typique qui relève du covoiturage, pardon. Quand on fait du covoiturage, on va d'un endroit à un endroit B, mais en consommant N fois moins d'énergie, N étant le nombre de personnes transportées dans le véhicule. Le deuxième secteur, c'est le bâtiment. Et là, j'ai parlé des pompes à chaleur. Là, on est vraiment à profiter au maximum de tout ce que nous permet l'efficacité énergétique du point de vue thermique, tant dans les modes de chauffage que dans l'isolation. Et puis, il y a 2 autres secteurs d'activité, agriculture et industrie, dont qu'on mettra moins à contribution, on vous le présentera un peu plus en détail tout à l'heure, mais ce sont des secteurs qui sont largement pourvoyeurs d'emplois, qui sont aujourd'hui fragilisés, qui sont d'autant plus fragilisés. On ne vous fera pas, évidemment, toutes les 2 minutes, une piqûre de rappel sur ce qui se passe avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais à l'évidence, l'industrie, comme l'agriculture, vont être très impactés par la crise qu'on connaît. Et donc, pragmatisme, je le dis encore une fois et je vais m'arrêter, mais on n'est vraiment pas dans les dogmes et les solutions toutes faites qu'on peut parfois entendre ou lire. Alors maintenant, pour être très globalisant, ce qu'on propose, et comme l'a dit Anthony, la CFDT s'inscrit pleinement dans la transition énergétique, la transition écologique, c'est-à-dire qu'on prend pour nous et on les accepte bien volontiers, les objectifs tant du Fit for 55 pour 2030 que de la neutralité carbone à 2050, ce qui nous amène dans notre travail à considérer une baisse des émissions de CO2 entre 2015 et 2030. 2015 est l'année de référence. Anthony l'a dit, le Fit for 55, c'est une période qui va de 1990 à 2030. Alors, on ne va pas se mentir, de 1990 à 2015, il s'est globalement rien passé. Donc, l'effort est devant nous, ce qui nous amène à considérer une baisse des émissions de 56%. Et on l'a transposé, alors on s'est fait accompagner par un cabinet dont le métier est la modélisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, à la CFDT, des compétences en modélisation à ce point remarquable. Et on a pris un cabinet qui travaille avec l'ADEME, qui travaille avec la DGEC, donc le ministère de la Transition écologique, et qui a modélisé les choses de façon à ce qu'on puisse passer de notre ambition de réduction de CO2, des émissions de CO2, à une transposition en réduction d'énergie dont on détaillera le contenu tout à l'heure. Donc l'ambition est forte, mais on a des réponses à apporter. Donc le premier secteur, je l'évoquais, c'est le transport, qui représente à l'heure où on se parle à peu près 1/3 des émissions de CO2. Donc c'est le principal
secteur émetteur de CO2, donc il est urgent quelque part de s'en préoccuper. On va détailler l'analyse avec 2 sous-secteurs, celui de la mobilité des personnes et celui du fret. Et on va le voir, la sobriété, surtout sur la mobilité des personnes, sera un élément clé de la réduction de nos émissions. Alors, ce rapport, je pense qu'on le mettra à disposition peut-être, je ne sais pas comment… Je pense qu'on le mettra à disposition, on va voir, mais je pense qu'il sera… Une synthèse sur le site. Sur le site, et cette présentation, on sera diffusée… Sur le site de la Fédération. Sur le site de la Fédération, oui. Donc là, je ne vais pas vous détailler tous ces histogrammes, ça serait un peu compliqué, mais… Ouais, ce qu'on peut noter et qui peut intéresser les salariés d'Engie, c'est d'abord qu'il faudra des bornes de recharge électrique pour les véhicules particuliers avec une électrification des usages. Et on est loin du compte. Et on est loin du compte, et qu'on a un développement sur le transport lourd de la partie GNV et de la partie gaz et un peu d'hydrogène sur les autocars, les bus et un petit peu le train. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des opportunités pour Engie d'investissement dedans. Donc sans surprise pour vous, j'imagine, effectivement, le véhicule léger a vocation à s'électrifier, et on le constate semaine après semaine, on voit les ventes augmenter. Le transport lourd, donc autocar, autobus, train, ne passera sans doute pas pour des questions d'efficacité, de taille de batterie et autres, par l'électrification, mais plus effectivement par l'usage de biocarburants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la partie questions. On y répondra à l'issue de la présentation. Donc, j'évoquais la sobriété. En synthèse, sur la période 2015-2030, on ne propose pas une révolution, on propose encore une fois des choses qui sont tenables, une promesse qu'on peut atteindre, et on suggère une mobilité par individu en réduction sur la période, sur les 15 ans, de 5%. Alors, ce n'est pas, encore une fois, comme je l'évoquais à l'instant, quelque chose qui paraît insurmontable, ce n'est pas une montagne à franchir. Par contre, il est vrai que jusqu'à 2015, la mobilité était croissante par individu. On voyageait toujours plus de kilomètres individu par individu. Donc, il faut renverser la vapeur et être dans une forme de décroissance des besoins de mobilité. Vous le voyez sur le support. Donc, la grosse part de mobilité aujourd'hui sur les kilomètres parcourus par individu, c'est le véhicule personnel. Là, on est sur une baisse quand même significative des projections de mobilité. Alors, je viens de parler de la mobilité par individu, et après, il y a différents leviers, évidemment, dont les plus importants nous paraissent être le covoiturage et les transports intermodaux, c'est-à-dire de prendre la voiture, non pas sur l'intégralité d'un voyage, mais sur la partie incompressible pour la voiture, et de le compléter par d'autres solutions. Il faut bien noter que dans notre scénario, on prend l'objectif aussi du développement du télétravail qui permet de diminuer le parcours et la mobilité individuelle. Le deuxième élément qui est important à notre avis dans le scénario, c'est le fait qu'on n'ait pas supprimé les trajets longs pour partir en vacances ou les trajets mi-longs. On a vraiment joué sur les petits trajets. Voilà. S'agissant du fret, alors le fret, c'est compliqué au sens où on a une dynamique de développement de l'usage du fret routier qui est très forte. Quiconque prend l'autoroute aujourd'hui pour aller à Lille, à Bordeaux ou à Lyon se rend compte du développement massif du fret routier, et cette dynamique, il va falloir là aussi l'inverser. Donc sur le fret, ce qu'on pense tout d'abord, c'est que par le développement des circuits courts, on va limiter le besoin. Donc, simplement, il y aura besoin de moins de camions, pour faire simple, et partant de là, il y aura une réduction de l'usage du fret. Ensuite, il y a, de la même façon qu'on l'évoquait pour le transport des personnes, il y a les reports modaux qui sont à considérer. Vous avez peut-être entendu évoquer la ligne de fret ferroviaire entre Perpignan et Paris, entre Perpignan et Rungis pour être précis.
on voit bien qu'effectivement, on commence à changer de politique publique sur la question du fret. Et je prends cet exemple à dessein puisqu'il était assez symbolique. Je ne sais plus le nombre de camions par jour qu'il fallait pour remplacer cette ligne de fret ferroviaire, mais c'était assez considérable. Et puis enfin, il y a une décarbonation partielle du mix énergétique avec des motorisations plus performantes. Donc là, toute chose égale par ailleurs, avec un même nombre de kilomètres parcourus, on est en capacité de projeter une réduction des émissions de CO2 par la modernité de la motorisation et par le changement du carburant utilisé. On revient sur les biocarburants qu'on voyait tout à l'heure dans la mobilité des personnes pour la mobilité lourde, la mobilité donc de véhicules dont le poids est bien supérieur à celui d'un véhicule léger. Et là, clairement, on met à profit ce développement des biocarburants. On a une question, Christophe, sur la mobilité, donc on va la traiter tout de suite. C'est comment s'assurer de l'efficacité de la baisse de la mobilité des personnes et du développement du covoiturage? On est sur l'humain. Alors, on est à la fois sur l'humain puis sur des politiques publiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'adaptation des comportements et à chaque fois qu'on parlera de sobriété, ça nécessite que les comportements évoluent, donc beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Et puis, il y a des politiques publiques incitatives. S'agissant du covoiturage, si je prends l'exemple du covoiturage, pour l'avoir moi-même vécu, on peut covoiturer, mais il est nécessaire de mettre en relation les personnes qui peuvent transporter avec leur véhicule, ceux qui n'ont pas de véhicule. Il faudrait aider les entreprises dans la mise en œuvre à la fois de ces solutions techniques qui mettent en relation les uns et les autres. Et quand je parle d'entreprise, c'est au pluriel, ce n'est pas au sein d'une seule et même entreprise. Moi, je l'ai vécu, pour tout vous dire, en périphérie de Bordeaux, autour de l'aéroport de Mérignac, où il y avait beaucoup d'entreprises et la métropole de Bordeaux a mis en place des solutions techniques qui permettaient d'assurer cette mise en relation, à charge ensuite pour l'État d'avoir des fiscalités adaptées pour les entreprises qui jouent le jeu. Donc, il y a des mesures incitatives, ce n'est pas des solutions toutes faites, et ces mesures incitatives et ces dispositifs facilitants doivent être stimulés, doivent être accompagnés. Et c'est là toute l'importance de la démocratie syndicale avec les plans de déplacement urbain, les plans de déplacement au sein des entreprises qui sont négociés par vos représentants syndicaux. Et c'était le cas, effectivement, où j'étais à Bordeaux. On a aussi schématisé l'impact sur l'emploi. Là, on est vraiment au périmètre du développement des nouvelles solutions. Donc, le véhicule électrique, le poids lourd GNV, l'autocar GNV, le bus GNV, voire la locomotive au gaz. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a, en tout cas, une possibilité de réindustrialisation et de création d'emplois dans ce domaine en utilisant les solutions que l'on prône. Donc, au bout du bout, s'agissant des transports, ce qu'on présente ici, c'est une vision synthétique de l'évolution du mix énergétique sur le transport entre 2015 et 2030. Et vous verrez que ce n'est pas pareil sur tous les secteurs d'activité dont on parle, mais ce qu'on voit là, c'est qu'il y a eu un gros effort de fait pour sortir du gasoil et de l'essence, puisque là, il n'y a pas de charbon, il y a surtout des produits pétroliers qui étaient massivement dominants, comme vous le voyez en 2015. Et en 2030, il y a quand même une conversion très forte vers, comme vous le voyez, l'électricité et vers les biocarburants, comme je vous l'ai dit. Mais il y a aussi, et pour vous c'est important de le prendre en compte, une préconisation de développement du gaz naturel pour véhicules de façon à convertir l'usage du fuel, les motorisations fuel, vers des motorisations GNV plus performantes au regard des émissions de CO2. Donc, l'idée là, c'est de dire qu'il y a eu un bout de chemin de fait, c'est le cas de le dire, mais qu'il en reste encore pas mal à faire pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Donc, on s'inscrit dans une dynamique qu'il faudra entretenir assez durablement. Alors, l'industrie et l'agriculture qu'on a associés sur ce support, c'est deux secteurs d'activité
qui ont déjà fait beaucoup d'efforts. Donc l'industrie en particulier a fait des efforts considérables en termes d'efficacité énergétique. Et alors, elle a fait ces efforts simplement dans une logique de maîtrise des coûts. Ça n'a rien de gratuit. L'industrie a cherché des solutions qui lui permettaient d'économiser les factures tant de gaz que d'électricité ou autre. Mais ce qui est clair, et c'est d'autant plus clair, je reviens une deuxième fois sur la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est que ce sont des secteurs qui sont fragiles, qui sont très exposés à la concurrence internationale, y compris l'agriculture, et que pour le coup, pour des raisons de préservation d'emploi, voire dans une approche de réindustrialisation, de développement de l'emploi, il nous a semblé nécessaire de ne pas les mettre à contribution plus que ce qu'elles ne faisaient déjà ces dernières années. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on préconise, c'est qu'on attend de ces deux secteurs la même contribution, comme on dit en prospective, en tendancielle, c'est-à-dire qu'elles gardent cette tendance sur les réductions d'émissions de CO2, mais on ne leur demande pas d'efforts supplémentaires au nom de l'emploi. C'est ça, et on envisage même de relocaliser l'emploi parce qu'il y a des perspectives de développement à la fois industriel et à la fois agricole, et donc on limite ce point-là. Donc là, vous avez un détail de ce qu'on imagine, et comme vous le voyez, les parts de camembert évoluent peu. Le vrai changement, c'est bien sur le gaz renouvelable, qui prend une place qu'il n'avait pas sur l'industrie. Alors, je le dis maintenant, on aurait pu le dire ou au début ou à la fin, mais je le dis d'ores et déjà parce que ça se voit, c'est vrai que atteindre un mix énergétique qui permet la décarbonation de l'économie passera de toute façon par, ça a été dit par l'ADEME, par RTE, par le développement de la production électrique, mais ça passera aussi par le biogaz, surtout à court terme. C'est-à-dire que faire un parc éolien offshore aujourd'hui, ben, il faut entre 10 et 15 ans. Faire un EPR aujourd'hui, il faut entre 10 et 15 ans, a priori. Et faire une usine de méthanisation, il faut beaucoup moins. Et donc, notre préconisation, c'est de développer le potentiel le plus facile à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, s'agissant du mix énergétique. Et en l'espèce, c'est effectivement, et en tout cas c'est la position de la CFDT, vers le biogaz qu'il faut se tourner, de par cette facilité de mise en œuvre, comparativement à d'autres moyens de production d'énergie. C'est une substitution rapide. Ouais. Le secteur agricole, on a utilisé le modèle AFTER 2050, un modèle reconnu. Alors le secteur agricole, il est quand même impacté. D'abord parce que on va toucher à l'humain en mettant moins de protéines animales dans l'alimentation et en faisant appel à plus de protéines végétales. Donc ça va forcément transformer les modes de vie. Et la deuxième chose, c'est que les agriculteurs vont produire du biogaz et produire de la biomasse et des biocarburants. Et donc tout ça est vecteur de développement d'emplois. Les sols vont vraiment être utilisés de manière optimale tout le temps. Et donc, même si l'impact de gaz à effet de serre sur le monde agricole reste constant, on est vraiment sur une modification quand même un peu du paysage agricole. Le développement énergétique, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le secteur agricole qui va utiliser sa biomasse pour créer des biocarburants, un petit peu, pas plus qu'aujourd'hui, on n'a pas mis plus de biocarburants, alors ils pèsent plus dans le mix énergétique parce qu'on diminue fortement le fossile, mais il n'y a pas plus de térawattheures de biocarburants puisqu'on ne passe pas à la deuxième génération, mais par contre on fait beaucoup plus de biogaz puisqu'on a un objectif de 50 téra de biogaz à l'horizon 2030. Alors, on va passer au secteur du bâtiment, qui est le dernier secteur qu'on va analyser. Alors, dans le titre, on dit que c'est un secteur à prendre en compte sans regret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment est émetteur à hauteur de 20% sur le total des émissions de CO2. Mais par contre, quand j'évoquais la nécessité de ne pas gâcher l'énergie, alors vous savez tous, en gros, ce qu'est une passoire énergétique, c'est du gâchis d'énergie. Et dans l'absolu, tout logement mal isolé
renvoie à une forme de gâchis d'énergie qu'on peut traiter par de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens prenez une température de consigne pour votre logement de 2 degrés inférieure à celle que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander d'être sobre sur leur confort de vie, surtout que souvent ces passoires énergétiques en particulier sont habités par des consommateurs en précarité énergétique. Donc là, l'idée, c'est de travailler principalement, essentiellement sur l'efficacité énergétique, à la fois, et on va le voir, sur les modes de chauffage et sur l'enveloppe, sur l'isolation du bâti. C'est clairement un secteur où je viens de parler de passoires énergétiques, je viens de parler de précarité énergétique. C'est un secteur où la solidarité prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour le bienfait de tout le monde, mais aussi évidemment et en premier lieu de ceux qui habitent ces logements fortement émetteurs de CO2, il faut les accompagner, il faut les aider. Donc, vous connaissez sans doute les mécanismes récents MaPrimeRénov'. Vous connaissez probablement l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Il est nécessaire que l'État, par des logiques de solidarité, accompagne ces rénovations. Rénovations qui, comme on l'a écrit en bas, et Anthony va le détailler, sont source d'emploi de façon assez massive. Emploi non délocalisable, donc clairement pour nous c'est un secteur sans regret. S'agissant maintenant de l'engagement de résultats attendu pour le secteur du bâtiment, vous le voyez ici, sur le résidentiel comme sur le tertiaire, mais parce qu'il y a des logements, parce qu'il y a des immeubles mal isolés, on pense effectivement pouvoir gagner énormément en termes d'émissions de CO2. L'important par contre, c'est que pour gagner, il faut sans doute changer de paradigme, comme on dit parfois, changer d'approche. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'appréhender ce sujet sous l'angle de l'engagement de moyens. Donc pour ceux qui suivent d'un peu plus près ces sujets-là, on a tous entendu l'engagement de 3 milliards dans un plan de rénovation et ainsi de suite. Donc on parle souvent d'argent qu'on va mettre sur le sujet, mais on parle rarement des résultats. Il s'avère, alors j'évoque souvent ces travaux de l'école des mines de Paris pilotée par Mathieu Glachan, qui témoignent d'une performance très dégradée en France sur la rénovation. Quand on compare ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe à des pays étrangers, et le pays qui a été le plus analysé en comparaison par l'école des mines, c'est la Suède. C'est effarant, hein, mais le retour sur investissement en France, quand vous faites une rénovation moyenne, il est de 70 à 80 ans. C'est-à-dire l'économie qui vous permet de financer les investissements, il faut attendre à peu près 7 à 8 décennies. Et en Suède, ils sont autour d'une douzaine d'années à peu près. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Et donc, on préconise de basculer d'une politique adossée à des moyens à une politique adossée à des résultats. Donc là, à destination des salariés, particulièrement de GRDF. Et aussi d'Enedis, mais là, je ne vais pas parler de moi, mais quand même, si. Service commun oblige. Service commun oblige. Le fait qu'on dispose dorénavant de compteurs communicants Gaspard et Linky permet de monitorer sans problème ces questions d'efficacité, puisqu'on est capable de regarder juste avant rénovation et juste après rénovation ce qui se passe en termes de consommation, avec toutes les précautions d'anonymat nécessaires évidemment, mais ça permettrait pour le coup, techniquement, de basculer de l'engagement de moyens à l'engagement de résultats, ce qu'on préconise vivement. Donc là, en termes de mix, comme vous le voyez, sur le bâtiment, alors là, on est sur un mix énergétique. Donc, vous l'avez compris, on consommera beaucoup moins d'énergie. Donc, il faut faire cet exercice de compréhension sur le fait qu'on est là sur une répartition de l'énergie consommée, mais pas sur un volume. Bon, vous l'avez sans doute intégré, mais je le signale. Donc, vous voyez une attrition sensible du gaz naturel, une disparition massive quand même des produits pétroliers, puisqu'on passe de 15% en 2015 à 1% du mix en 2030. Donc là, c'est clairement les 3 millions de logements chauffés au fioul qui sont concernés. Il y a une forme d'explosion de l'usage de la chaleur environnement,
Donc, la CFDT, ça a été repris dans la presse aujourd'hui par rapport à la présentation qu'on a faite hier aux médias, met en avant un usage massif des pompes à chaleur électriques et des pompes à chaleur hybrides gaz, qui ne sont pas détaillés dans ce camembert, mais on a le total de la chaleur environnement récupérée. Et puis enfin, on a un accroissement de l'électricité en part de camembert en proportion, mais une diminution en volume. Ce qui est important de noter dans le modèle, c'est il y a 2 points qui sont aussi importants. C'est le fait qu'on protège la biomasse, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour un développement ultra de la biomasse, parce qu'on considère que c'est un puits de carbone, et donc on a pris toute attention à ne pas utiliser le bois en chauffage supplémentaire. C'était pour nous essentiel, et on laisse les réseaux de chaleur au niveau auquel ils sont. Tout à fait. Parce que pour ne pas rentrer en concurrence avec les autres réseaux, et parce que le rendement du réseau de chaleur n'est pas bon. Donc on est vraiment sur la performance. C'est une question qui se pose assidûment ou pas côté LG. Les réseaux de chaleur ont fait l'objet d'un travail très approfondi par la CRE, qui montre que ce sont des investissements en infrastructure qui sont Je pense qu'on a été coupé. C'est bon, ça remarche. Il y a eu une petite coupure, mais ça remarche a priori. Hein. Ça remarche. Bon, ben alors si ça remarche, c'est magnifique. Alors, on a fait une modélisation, bien entendu, sur l'emploi. On répondra aux questions au fur et à mesure après. Hein, il n'y a pas de questions interdites. Et donc, on a modélisé, et là, on ne parle bien que du bâtiment tertiaire. Donc, pour nos amis de NJ Solutions. Et ce qu'il faut regarder sur ce modèle, c'est qu'on passe vraiment d'un chauffage convecteur électrique historique plutôt vers des pompes à chaleur. Et donc, on est sur ce tendanciel où on passe d'un monde d'avant à un monde d'après, où on utilise beaucoup les pompes à chaleur et bien sûr la rénovation des enveloppes extérieures. Là-dessus, de toute façon, il faut isoler. On a également modélisé le fait de savoir si les emplois ont été faits en exploitation ou en investissement, c'est-à-dire que en investissement, vous investissez dans votre pompe à chaleur et c'est la pose, et ce qui était considéré en exploitation et donc en maintenance. Et on s'aperçoit qu'en maintenance, on fait plus de maintenance due aux pompes à chaleur dans notre modèle, mais en tout cas supérieur à la SNBC. Donc emploi local, non délocalisable. Sur le résidentiel, où là vraiment on a une forte augmentation parce qu'on fait une action déterminée sur les passoires thermiques. On vise clairement dans notre modèle les passoires thermiques, collectifs et individuels, et une forte diminution aussi des convecteurs électriques. Donc on est vraiment dans cette position de développement de la pompe à chaleur hybride, pack gaz sur les grands immeubles. Voilà, on est sur ces solutions-là et donc on est bien sur des emplois non délocalisables. Alors là, vous voyez l'évolution de l'emploi où le principal touché, c'est les installateurs de convecteurs électriques qui sont en forte diminution, mais c'est un choix assumé pour nous. C'est une conversion. Au lieu de poser du radiateur, ils poseront de la pompe à chaleur. Donc voilà. Et quand même des chaudières gaz qui restent avec des chaudières très haute performance énergétique, qui continue d'exister, notamment dans le très urbain où la PAC est plus compliquée à installer. Donc là, vous avez une vision d'ensemble, une vision globale. Souvenez-vous, on est rentré par l'ambition de réduction des émissions de CO2 à 56% et sa déclinaison quant à la diminution des consommations d'énergie. Ce qu'on propose maintenant, c'est une vision consolidée de l'évolution du mix énergétique entre 2015 et 2030. Donc, je vous laisse en prendre connaissance avec toujours cette alerte, entre guillemets, c'est qu'en volume, il y a une baisse à hauteur d'un quart entre les consommations en 2015 et les consommations en 2030. Donc, vous avez une part croissante pour l'électricité, mais je vous laisse en prendre connaissance, hein, une réduction significative de moitié des consommations en produits pétroliers,
comme je vous l'avais fait remarquer, un développement du biogaz, des biocarburants. Et s'agissant de la biomasse, je ne sais plus si on l'avait écrit dans le support, mais on préconise, comme Anthony l'a dit, et j'insiste effectivement là-dessus, sur un usage raisonnable de la biomasse. C'est-à-dire qu'on va au maximum du potentiel, mais sans hypothéquer effectivement les besoins en puits de carbone, les besoins liés par ailleurs à d'autres usages. La construction, voilà. Il y aura des conflits d'usage de toute façon sur la biomasse, et il faut les prendre en compte. Donc vous avez là effectivement l'évolution du mix. Je vous laisse, il est facile à lire, hein, je vous laisse en prendre connaissance. Et donc ce nouveau mix, il est créateur en lui-même d'emplois. Alors c'est pas des emplois croisés avec la femme, c'est vraiment des emplois dédiés sur de la production d'énergie locale en France. Et donc on voit que le biométhane, forcément avec 50 Tera, est créateur d'emplois. Et on a aussi un développement des énergies renouvelables électriques qui viennent en substitution des énergies fossiles. Et donc là aussi on est sur une création d'emplois pour le photovoltaïque et l'éolien, principalement en investissement. Alors, on va répondre aux questions qu'on a pu avoir. Sur le biométhane, on n'est clairement pas sur un conflit, et les hypothèses qu'on a prises, ce n'est pas un conflit entre l'alimentation et entre l'usage, on est bien sur les cultures intermédiaires. Donc ça, déjà, on peut tout à fait rassurer tout le monde en disant que on va pas produire pour produire du biogaz. La première chose. On a une deuxième question sur le contrôle du travail de l'isolation. Alors à 1 €. Ah. C'est pas nous qui l'avons préconisé. Hein. Non mais alors pour ceux qui suivent ça d'un peu près, Olivier David, qui est le directeur climat au ministère de la Transition écologique au sein de la DGEC, Direction Générale Énergie Climat, l'a fait du bout des lèvres, mais c'est un constat effectivement d'échec sur la politique de la rénovation à 1 € pour une raison toute bête, hein, mais que chacun, je pense, a déjà intégré, c'est que quand vous avez un travail aussi mal fait que ce qu'on a pu constater et observer, mais que vous avez payé 1 €, vous ne dites rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réclamation possible. Vous avez payé 1 €. Vous n'avez pas râlé. Et donc, nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est que les aides qui vont aux entreprises qui participent à la rénovation du logement ne soient versées que sur la base d'une efficacité réelle de ce qui a été mis en œuvre et pas sur la base, effectivement, de plafonds de dépenses qui, pour le client final, de toute façon, ne sont jamais vus. Donc, le client final, il ne sait pas ce qu'a été le coût total de la prestation, il n'en connaît que le fameux 1 €. Donc, c'est un échec assez cuisant. Vu de nous, c'était un échec qui était inscrit dès le départ dans la conception même du produit. Hein. D'où nos préconisations d'aller sur d'autres mécanismes. C'est-à-dire, on est bien sur un mécanisme du résultat et pas sur un mécanisme de la mise en œuvre. Voilà, pour nous, c'est important. On a une question sur les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont créneaux principalement sur le logement individuel, mais quasi inexistants sur le collectif, là où il y a le plus de consommateurs. Alors déjà, il faut couper court. Non, mais c'est une réalité aujourd'hui. Alors, c'est une réalité aujourd'hui. Déjà, 3/5 de la population vit en maison individuelle. On a découvert pendant l'étude, hein, on pensait qu'il y avait plus de monde en collectif, et on a découvert que finalement, 3/5 de la population vivait en maison individuelle. Donc déjà, si on couvrait toutes les maisons individuelles et tous les chauffages fuel maisons individuelles, c'est le cas. Et après, en chauffage collectif, il faudra s'adapter en fonction de l'usage gaz, d'une PAC qui sera possible. Alors, les solutions existent, elles sont mises en œuvre dans des pays notamment asiatiques, hein, c'est pas la question. Après, il y a des exigences normatives, notamment sur le bruit, qui seront à prendre en compte, mais et voir sur d'autres solutions techniques que des pompes à chaleur RR, hein, qui sont très courantes en Asie. Donc, il y a quand même une palette de solutions qui sont disponibles. Et de ce point de vue, nous, on pense qu'il y a peut-être des freins culturels et des freins administratifs, mais il n'y a pas tellement de freins technologiques. Alors, on a une autre question, alors que j'en oublie pas.
La méthanisation, on a répondu sur l'utilisation des sols. Isolation, aucun contrôle sur le 1 euro, on a répondu. Les pompes à chaleur, on a répondu. Comment sera gérée la hausse du nucléaire? Alors, en l'occurrence, dans notre modèle… Alors, en 2030, il ne se passera rien d'autre que ce qui est déjà en place. C'est-à-dire qu'en 2030, par rapport à la question du nucléaire, il n'y aura pas de fermeture de réacteurs, il n'y aura pas de nouveaux réacteurs. Je mets l'EPR de Flamanville comme étant existant, hein, puisqu'il est, en tout cas, on le souhaite, bientôt en état de fonctionnement, mais il n'y aura aucun élément supplémentaire disponible en 2030, tant sur le nucléaire que sur l'éolien offshore. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de moyens de production massifs centralisés supplémentaires à ceux qui sont déjà disponibles ou engagés aujourd'hui. C'est ça, il faut bien comprendre que dans le modèle, il y a certes une électrification du mix, mais il n'y a pas d'augmentation. On va au-delà du modèle, hein. C'est une réalité absolue. C'est une réalité absolue. C'est pas un effet de modélisation. Hein. Mais la consommation d'électricité est la même en 2015 et en 2030. À 1 TWh. Oui, enfin, c'est vraiment… Sa proportion augmente, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a une baisse d'ensemble. Mais donc, on est très conservatif sur l'électricité. Dans votre étude, le développement massif de l'électrification dans le mix énergétique, notamment avec l'accroissement des véhicules électriques, prend-il en compte les tensions croissantes sur les minerais? Alors, massive à l'horizon 2030, c'est discutable. 2050, ce sera massive. L'électrification massive, dans notre projection, elle se passera après 2030. Je dis bien massive. Évidemment, elle sera engagée d'ici 2030, mais la dimension massive est pour la période postérieure à 2030. S'agissant des minerais, c'est une vraie préoccupation. On est conscient des limites. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez nous solliciter. On va travailler avec un institut spécialisé qui s'appelle Xenon Research sur ces questions-là. Elles sont réelles. Encore une fois, à l'horizon 2030, il n'y a pas de risque majeur sur l'accès à la matière. À plus long terme, ça pourra effectivement créer des tensions. On ne le nie pas, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Et en tout cas, on est sur cette vision, comme on le disait, à portée de chacun d'entre nous. Les 8 ans à venir, on les connaît. Donc, toutes les analyses qu'on a pu faire sont assez robustes et nous permettent de dire qu'effectivement, il n'y aura pas de tension de ce point de vue. Je ne m'engage pas au-delà. C'est ça, on reste vraiment sur un objectif et un horizon 2030. On va vraiment… et sur des solutions qui existent. C'est ça. Pas sur quelque chose de nouveau. Voilà. Mais la question est pertinente. Hein. Oui, ça sera une vraie question. On n'a plus de questions, Christophe, pour l'instant. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à en publier à nouveau. Je pense que l'avantage de ce rapport, il est d'être pragmatique et d'utiliser l'avantage des énergies et des ressources françaises. C'est ça. Et d'utiliser le fait que la France soit sur une latitude où la biomasse est quand même plutôt importante. On n'a pas de grand désert pour l'instant en France. On a du stockage naturel au niveau gaz. Alors je pense à Sébastien, il est là, donc il faut que je pense à lui. Et donc voilà, on a vraiment joué sur les avantages dont pouvait bénéficier la France, c'est-à-dire un mix électrique décarboné majoritairement, et on finit de le décarboner dans notre modèle, et une ressource biomasse transformée en biogaz. Voilà. Avec la sobriété et l'efficacité, ces 3 piliers, de toute façon, nous permettent, entre guillemets pour partie, hein, parce qu'effectivement, les impacts vont être multiples, mais de faire face notamment à ce qu'on commence à percevoir, c'est-à-dire, et on fait un peu plus que le percevoir, des prix très élevés de l'énergie et durablement. C'est-à-dire que vous connaissez aujourd'hui les prix du gaz, de l'électricité, sans doute, qui sont sans rapport avec ce qu'on connaissait il y a 9 mois ou 12 mois. Et tout indique que ces prix vont être élevés pour encore de nombreuses années et peut-être même ne jamais retrouver les niveaux qui étaient les leurs en 2020. Donc, ce qu'on met en œuvre, c'est aussi au service d'une forme d'indépendance, de souveraineté, de maîtrise des vulnérabilités. Si je peux me permettre une parenthèse, l'Allemagne est extrêmement vulnérable aux évolutions actuelles, notamment du marché du gaz. Ce qu'on préconise là nous permet
réduire cette vulnérabilité et on pense que c'est essentiel évidemment pour le pays, mais c'est essentiel pour l'emploi, c'est essentiel également pour l'environnement. Donc c'est très en phase avec les ambitions qui étaient les nôtres et énoncées au début par Anthony. Alors, nous avons 2 nouvelles questions. Les particuliers habitant des maisons individuelles, la plus grosse part, ce qui est vrai, ne sont pas dans leur majorité par leur déclaration d'impôt accédant aux aides. Attendez-vous qu'ils investissent personnellement juste avec une notion de baisse de conso d'énergie fossile avec une rentabilité sur des décennies et une réactivité par rapport à la chauffe. Alors, déjà, s'il y a une boucle d'eau en maison individuelle, ça permet d'utiliser les pompes à chaleur hybrides qui, elles, ont un bon rendement et une réactivité, et en plus, le fait que ça utilise les 2 énergies, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le signal prix va être important. On en discutait sur la rentabilité récemment avec Christophe. Clairement, d'abord, l'énergie est aujourd'hui à un prix démesuré, même si on ne perçoit pas encore sur nos factures, parce que période électorale oblige, tout le monde va doucement. Nous sommes sous anesthésiant. Voilà, on est sous anesthésiant, mais ça va fortement changer. Hein. Malheureusement, les publics les plus sensibles vont subir des fortes hausses de prix de l'énergie. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez 2 possibilités, isoler ou changer votre moyen de production de chauffage. Et forcément, là où on était sur des rentabilités longues, au moment où on a commencé l'étude en septembre, on était sur des rentabilités longues. Aujourd'hui, on est sur des rentabilités bien plus courtes. Alors après, on n'exclut pas du tout, au contraire, même on le réclame, hein, une évolution des dispositifs d'aide. Hein. On dénonce, comme on l'a fait, les méthodes telles que la rénovation à 1 euro. On recommande d'être sur un suivi de performance et des aides qui soient adossées aux résultats. Et donc, par rapport à la question qui est posée, des ménages aujourd'hui non éligibles à des aides pourraient l'être demain, parce qu'en étant plus exigeants sur la performance, ça nous donne des leviers supplémentaires pour redistribuer les aides différemment. Aujourd'hui, moi, bon, je râle souvent là-dessus, je le dis comme ça en passant, mais c'est à fond perdu. C'est-à-dire qu'on dépense des sommes folles dans la rénovation de l'habitat sans qu'il y ait les résultats attendus en termes de réduction des émissions de CO2, mais des consommations d'énergie également. On vise principalement les passoires thermiques. En fait, on vise les publics soumis au prix de l'énergie, qui vivent souvent dans des passoires thermiques, et on vise principalement la rénovation des passoires thermiques. Et donc, il faut faire des audits énergétiques qui sont aujourd'hui pris en charge. Pourriez-vous préciser votre approche concernant la biomasse et les réseaux de chaleur bien plus vertueux en bilan CO2? Alors, je peux parler des réseaux de chaleur, puis je te laisse parler de la biomasse. Vas-y, commence sur les réseaux de chaleur, puisque… Alors, les réseaux de chaleur… effectivement, c'est performant, on ne va pas le nier. Par contre, il présente 2 handicaps dans l'approche qui est la nôtre. Le premier, je l'ai donné tout à l'heure, c'est le besoin en investissement sur les infrastructures. Alors, soyons clairs, si un nouvel ensemble immobilier se construit à 300 mètres d'un réseau de chaleur existant, il ne faut pas se tromper, il faut en profiter. Il y a un effet d'aubaine. Par contre, en dehors d'effets d'aubaine tels que celui que je viens d'évoquer, nous ne préconisons pas de mettre en œuvre des réseaux de chaleur à partir de rien, dans je ne sais quelle banlieue de grande ville ou autre, à la fois pour ses coûts d'infrastructure, mais aussi parce que, on l'a dit, les réseaux de chaleur, il faut les alimenter, il faut des intrants, et il y a des conflits d'usage sur ces intrants, sur la biomasse, et on ne peut pas imaginer que la biomasse, elle alimente la production de biogaz, les réseaux de chaleur et je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y aurait une quantité de biomasse disponible pour les usages thermiques qui sera limitée. Et donc, on incite à cette prudence sur les réseaux de chaleur pour ces 2 raisons. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça a été largement débattu et travaillé au comité prospective de la CRE, du régulateur. Et voilà notre conclusion à nous. Encore une fois, on ne dit pas qu'il faut arrêter les réseaux de chaleur, mais il ne faut pas créer de nouveaux réseaux de chaleur. On peut faire évoluer l'existant sans créer de nouveaux. Exactement, on est bien là-dessus. On est sur là où il y a un réseau de chaleur, on finit d'alimenter
les bâtiments qui ne le sont pas encore, en sachant qu'il va y avoir de l'efficacité dessus, mais on n'est pas sur les créations de nouveaux réseaux de chaleur. Et Christophe, il a répondu pour la biomasse, hein, où on n'est vraiment pas sur un objectif, non mais tu as bien fait, d'objectif de concurrence, et on utilise vraiment le bois principalement, et on n'est pas sur une concurrence et un chauffage au bois et un développement du chauffage au bois, parce qu'on pense qu'il va y avoir besoin de bois à construction, et donc on a sciemment limité l'accès au bois. Nous avons une question pour Sébastien sur la position de la CFDT sur le gaz de schiste importé des États-Unis. Alors, la position de la CFDT par rapport au gaz de schiste, elle prend en compte l'aspect conjoncturel. Dans le monde dans lequel on a vécu jusqu'à présent, c'est absolument pas quelque chose qu'on a soutenu, parce que écologiquement très impropre. Donc, quand on parle on ne soutient pas l'usage des gaz de schiste, on ne soutient aucune étape de la chaîne, que ce soit de la production, du transport, de l'achat, de la revente, de la distribution, de l'usage. Pour nous, c'est pas quelque chose qu'on soutient. Mais ça, c'est dans le monde où on a d'autres possibilités d'approvisionnement en gaz, notamment naturel. On a des productions de biogaz, des choses comme ça. Il n'aura échappé à personne qu'on va rentrer vraisemblablement dans une période un peu trouble au niveau de l'énergie. C'est lié au conflit russo-ukrainien. La question qu'on devra se reposer, c'est celle-là, dans quelques temps. Qu'est-ce qu'on va accepter en termes d'approvisionnement en gaz de schiste, alors qu'il soit américain ou d'ailleurs, hein, j'ai rien contre l'Amérique, hein, pas plus qu'aucun autre pays d'ailleurs, mais parce que derrière, la question de la continuité de l'approvisionnement énergétique, notamment vis-à-vis des ménages, va se poser. Si la question c'est de se dire on place l'aspect écologique au-dessus de la sécurité d'approvisionnement des ménages, et bien dans ces cas-là, la réponse ça sera de dire on continuera à ne pas soutenir le gaz de schiste. Par contre, à l'inverse, si la population passe devant l'aspect écologique, au moins pendant la durée d'un conflit, ad vitam aeternam certainement pas, mais au moins pendant la durée d'un conflit, alors il se peut qu'à ce moment-là, à défaut de soutenir, qu'on ne soit pas vent debout contre cette source d'approvisionnement. Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est non, on ne soutient pas l'appro de gaz de schiste américain, mais dans la réponse, il y a, on s'en reparle dans quelques temps, en fonction de l'évolution du conflit qu'il y a à l'Est, à l'Europe de l'Est. Alors, nous avons justement une question sur savoir si on aura une mise à jour de votre étude en rapport à l'actualité en Europe de l'Est. Au contraire, on serait pour la mise en œuvre rapide de notre étude, parce que je reprenais les chiffres, quand on regarde le gaz naturel, par exemple, quand on fait de la performance économique sur le bâtiment, qu'on met des pompes à chaleur hybrides et qu'on met de la production de biogaz, eh bien, on arrive largement au-delà de ce qu'on peut consommer comme gaz russe. Voilà, quand on parle de la production électrique, si on fait des renouvelables à hauteur où on les fait, on n'aura plus besoin de gaz pour produire d'électricité à ce moment-là. Donc, une mise à jour, je serais tenté de dire que pas besoin, au contraire, ça va être un accélérateur. En même temps, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je préfère même pas en parler. Mais bon, en tout cas, l'objectif là de cette étude, c'est quand même bien de. Ça va dans le sens. Voilà, de coller d'une part à l'actualité d'aujourd'hui, mais surtout de tirer une prospective à divers horizons. Et si les intrants changent, forcément, on fera évoluer l'étude en fonction. Enfin, peut-être pas cette étude-là, mais on fera évoluer notre position. Absolument. Que ça colle au mieux, hein, évidemment. Alors, on a une question de Gaël qui pose la question de savoir le gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Du moins, les émissions de CO2, eh bien, ils sont là, donc à 232 millions. Donc là, pour être plus précis, l'engagement européen, parce qu'il est à maille européenne, c'est de réduire les émissions de CO2 de 55% entre 1990 et 2030. Je me répète, mais c'est juste pour refaire un petit peu le film. Cette ambition de 55% à maille européenne sera déclinée par pays. Les pays les plus émetteurs seront plus mis à contribution que les pays déjà moins émetteurs. Ceux qui ont déjà fait des efforts, évidemment, ce sera pris en compte.
On l'a dit hier à la conférence de presse, des informations dont on dispose, la France serait sans doute, mais c'est encore à valider, incitée à réduire ses émissions de CO2 de 50%, parce qu'on est une économie déjà plutôt décarbonée par rapport à une moyenne européenne, donc on serait amené à baisser de 50% nos émissions de CO2. Donc notre objectif ici, notre ambition était de 56%, ça nous laisse quelque part, si on n'atteignait pas tous les points d'étape 2030 qu'on s'est assignés et qu'on suggère à l'État, ça laisse un peu de mou, puisque l'ambition étant à 56 et que la contrainte légale serait à 50, ça nous laisse un petit peu de mou. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les émissions de CO2 et l'ambition à 2030. Évidemment, l'ambition à 2050, c'est zéro, c'est la neutralité carbone. Et s'il y a encore des émissions de CO2, et on peut penser qu'il y en aura quand même, il faudra nécessairement les compenser par de la captation, par des puits de carbone, mais pas façon certificat vert, par des choses très tangibles. C'est la captation de carbone, en tout cas, qui est mise en avant aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on peut dire quant aux émissions de CO2 et de la trajectoire adossée aux politiques européennes. Est-ce que le moins 55% permet de respecter le 1,5 degré du GIEC? Alors, en l'espèce, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est plus le 1,5. Alors déjà, le 1,5, il est à l'horizon de 2050. Oui. Donc, on est sur un point d'étape. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne suis pas sûr que ce soit le 1,5 qu'on puisse atteindre. Alors, avec un bémol aussi, c'est que là, c'est à maille européenne. Vous le savez, le réchauffement climatique est à maille mondiale. Donc, comment dire, notre contribution est sans doute suffisante pour atteindre le 1,5 degré. Ce qui est certain, c'est que, et c'était dans l'accord de Paris, il y a une acceptation d'émissions supplémentaires pour les pays en développement. Donc, il est compliqué de dire que ce qu'on va faire en France est adossé à un objectif de température sur la planète. Et il faut faire attention, et c'est là tout l'enjeu, c'est la question de l'empreinte. Là, on est vraiment sur les émissions territoriales. Par ailleurs. Et il y a une question de l'empreinte où on s'est clairement posé la question de la réindustrialisation sur un mix français qui n'est pas carboné. Le fait qu'on ait décentralisé l'industrie dans des pays où la production est beaucoup plus carbonée. Donc on s'est posé la question, et on a d'ailleurs proposé une variante réindustrialisation, alors qu'on ne nous a pas présenté ici, mais qui prend en compte ça, et on est plus, en tout cas à la CFDT, sur une politique de l'empreinte carbone que sur une politique des émissions territoriales, comme on en parle souvent, puisqu'il ne faut pas décentraliser le carbone. Sur le bâtiment, les passoires sont souvent locatives. Quelles sont les propositions pour que ces bâtiments investissent dans la baisse de l'impact énergétique? Les propriétaires n'y voient souvent pas d'intérêt du point de vue financier. Alors, d'abord, il y a plusieurs éléments. C'est pour ça qu'on a fait certains arbitrages dans les rénovations thermiques. On se rend compte que dans le collectif, il y a beaucoup de locatifs passoires thermiques. Et donc, l'État va forcément aider, puisqu'il interdit la location des passoires thermiques à partir de 2024 ou 2027, enfin, je n'ai plus les dates exactement, mais donc on va forcer les propriétaires à faire de l'investissement et de la rénovation thermique. Et sur les maisons individuelles, on s'adresse plutôt à des personnes d'un certain âge qui sont dans des passoires thermiques et qui sont souvent propriétaires. Donc là, on a la question de la vente avec l'obligation d'audit énergétique dans le cadre de la vente, avec une provision des montants. Enfin, c'est un peu compliqué, ce qui fait que on a volontairement choisi de traiter les passoires thermiques parce qu'on pense que la loi va obliger les gens à rénover les passoires thermiques. Tout l'intérêt, c'est quelles aides et quelles politiques on va mettre en œuvre. Nous, on dit qu'il faut rénover les passoires thermiques parce que c'est là où on a le plus de gains rapidement dans le bilan énergétique, de manière la plus rapide. Et l'État de prendre les dispositions pour faire en sorte que les passoires soient traitées en priorité. Alors effectivement, comme le dit Anthony, on ne botte pas en touche. Hein. Nous, on a tracé un chemin sur la façon de répondre aux exigences du Fit for 55 et de la neutralité carbone. Derrière, il y a les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'atteinte de l'ambition.
là, on a clairement, et d'ailleurs, ces éléments-là ont été pour partie communiqués au ministère. Nous, on veut pas, et on n'a pas la prétention de faire le travail de définition des politiques publiques à la place de l'État. Par contre, on est prêt à les accompagner. Ça a été dit, pour ceux qui, j'ai oublié son nom, l'ancien patron de Danone, s'il y en a pour qui ça revient, en tout cas, disait il y a très peu de temps qu'aucune transition écologique ne se fera sans les salariés. C'est l'ancien patron de Danone qui l'a dit. C'est celui qui était pour l'entreprise à mission qui s'est fait virer. Ouais. Et donc, et qui vient de monter une boîte justement dans ces accompagnements. Mais en l'espèce, la façon dont il présente les choses était intéressante. Il expliquait qu'effectivement, il y a des politiques publiques à mettre en œuvre, mais les politiques publiques, il faut qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles soient digérées, entre guillemets, par le corps social dans sa globalité. Et donc, nous, on est prêts à y travailler, évidemment, avec ceux qui nous le demanderaient, mais on n'a pas fait le boulot à la place de l'État, soyons clairs. C'est bien là tout l'enjeu de la démarche en fait et de la construction de ce modèle-là. On a essayé de faire un modèle où l'impact social ne serait pas trop important, ou en tout cas en minimisant l'impact social, à la fois sur les parcours professionnels. Certains modèles proposent la suppression du gaz, ce qui socialement serait vraiment très très compliqué. À 2030, oui. Et là. Voilà, on a vraiment été sur un modèle un petit peu central et notre idée et notre objectif, et c'est ce qui fait un peu la singularité quand même de cette publication, c'est qu'on est allé à la fois sur l'emploi et sur les impacts sociaux avec l'idée de limiter les parcours professionnels et en tout cas d'être vraiment dans une anticipation des parcours professionnels. Le réseau électrique français est-il dimensionné pour le projet proposé? Sinon, à quel horizon pourrait-il être mis à niveau? Alors, je pense que les bornes électriques… Le réseau électrique Oui, le réseau électrique, et je pense ça, c'est pour moi. L'IRVE, pas forcément… Non, le réseau électrique, et je vous le dis, donc, Anthony l'a dit rapidement, je suis chez Enedis, je suis administrateur salarié parrainé par la CFDT chez Enedis. C'est accessible facilement. Je travaille à la direction de la stratégie d'Enedis. Il n'y a pas de risque. On a plus de contraintes réglementaires que de contraintes techniques aujourd'hui à gérer, notamment dans le développement de l'IRVE. Donc, il n'y a pas de risque. Il y a évidemment des investissements qui seront à faire, ça va de soi, mais c'est des investissements qui sont tout à fait réalisables. Et à aucun moment, nous n'imaginons un goulet d'étranglement d'une façon ou d'une autre qui serait provoqué par le réseau électrique. En tout cas, dans l'horizon de temps qu'on présente ici, soyons clairs, on est toujours à l'horizon 2030. À un horizon 2050, selon les moyens de production qui seront mis en œuvre, on pourrait dire des choses, mais on sera moins précis. L'étude qu'on vous présente ici, elle est effectivement très documentée. Elle est issue d'un modèle qui est encore une fois utilisé par l'ADEME et par le ministère de la Transition écologique, qui est solide. Donc tout ce qu'on présente là est clairement robuste et il n'y a pas de risque sur la capacité du système électrique à y répondre, à aucun moment. On n'a plus trop de questions. On ne entend plus là, je ne sais pas pourquoi. Le son ne marche plus. Ah, c'est revenu. Oui, je disais que je remercie Christophe pour la présentation. Je remercie Sébastien pour tout ce travail et ce pilotage qui permet d'aboutir à un document qui nous donne une vision sur les parcours professionnels, sur ce qu'on peut donner en termes de transformation et tout l'enjeu de la démocratie syndicale et au sein de l'entreprise, de développement du télétravail et autres.
et parfois des perspectives d'emploi et d'investissement, ce qui va aider foncièrement tout le monde à peut-être y voir clair. On portera ce document, bien sûr, sur ceux qui voudront bien nous écouter dessus. On vous remercie pour cet échange et puis on vous dit à bientôt. Et on croise les doigts. Peut-être juste un petit mot pour les élections au conseil d'administration. Ce document montre aussi la capacité qu'ont nos militants à travailler sur des sujets compliqués, des sujets sociétaux, des sujets d'avenir pour les grands groupes. Vous avez pu constater la qualité des travaux qui ont été menés et vous pouvez du coup imaginer quelqu'un comme Anthony Lalo, qu'on parraine pour cette élection au conseil d'administration d'Engie, vous pouvez forcément l'imaginer à ce poste-là et porter ce genre de réflexion. Vous voyez, là, on a complètement la capacité de travailler sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, votez, faites voter, et puis si possible pour le meilleur des candidats. Hein. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.